Welcome back to the program. We are here with Syed Mohamed Marandi. Bienvenue à nouveau dans professor l'émission. at Tehran Nous sommes University ici avec Sayed and M. also former Marandi, advisor to professeur à Iran's l'Université de nuclear negotiation Téhéran team. et ancien So, conseiller thank de you l'équipe for coming iranienne back. de négociation There's nucléaire. a lot happening in the world, Merci d'être but revenu. I thought we could Il se focus passe on beaucoup de choses dans le monde, Netanyahu, who mais je has pensais que nous just pourrions nous arrived in concentrer sur Washington. Netanyahou And, qui vient d'arriver à according to the Washington. Israeli media, Selon at les least, médias he israéliens, wants il to souhaite discuss discuter de Gaza, du Hezbollah, de l'Iran, beaucoup de problèmes. Et la plupart semblent devoir être résolus par la guerre. Quelles attentes avez-vous pour cette rencontre? What expectations do you have for this meeting? Well, thank you very much for inviting me and I Eh hope bien, you enjoyed your merci Christmas beaucoup de and m'avoir you invité. and your family, J'espère que vous avez enjoyed passé un bon Noël et je souhaite à vous, à votre famille et à vos téléspectateurs une excellente nouvelle année. Et pour nos amis, frères et sœurs orthodoxes et arméniens, j'espère qu'ils passeront un merveilleux Noël à venir. C'est Netanyahou et Trump, donc on ne peut vraiment rien prévoir. Trump, bien sûr, est quelqu'un qui change souvent d'avis. D'après ce que je comprends, il a une personnalité faible. Il se laisse facilement influencer et orienter dans différentes directions. Nous en avons déjà parlé, mais lorsqu'il est revenu au pouvoir, il avait l'occasion de mettre fin à la guerre en Ukraine. Il aurait pu y mettre un terme immédiatement. Il en avait parlé pendant la campagne, mais il ne l'a pas fait. Et je pense que cela montre à quel point il était faible. Même lorsqu'il avait un mandat, lorsqu'il bénéficiait d'un soutien populaire, lorsqu'il était appuyé par une forte majorité d'Américains. Dans les États charnières, il avait une majorité absolue, mais il a échoué. Je pense donc que c'était le signe de ce qui allait venir. Et Netanyahou, bien sûr, est quelqu'un qui a besoin de rester au pouvoir, lui et sa femme, qui est également une figure très influente dans les cercles sionistes. Il a donc besoin de crise. Il a besoin de crise. Mais la route à venir est difficile. Le Liban, le Hezbollah s'est préparé au cours de l'année écoulée. Et le monde, vraiment, je ne pense pas qu'il tolérera encore le régime israélien. Les gens le détestent partout dans le monde. L'opinion publique, même en Occident, s'est retournée contre le régime, surtout aux États-Unis, ce qui est plus important que partout ailleurs. Donc, une autre guerre, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui sera accueilli favorablement, sauf peut-être parmi les sionistes, les néoconservateurs et les sionistes chrétiens qui nous disent que Jésus soutient le génocide. Du moins, leur Jésus le ferait. Pas celui que le reste du monde chrétien et les musulmans connaissent, celui qui serait totalement opposé au génocide et à l'injustice. Mais en tout cas, une guerre avec l'Iran aurait aussi des conséquences encore plus graves, car les Iraniens se sont préparés. Ils ont beaucoup travaillé ces derniers mois pour renforcer leur capacité de défense et d'attaque. Il y a donc bien une guerre en cours. En fait, le président Raisi a déclaré que les États-Unis et l'Occident menaient une guerre totale contre nous et contre le régime israélien. C'est une guerre économique. Ils essayent toujours de provoquer des dissensions internes, et cela va continuer. Mais il reste à voir si Netanyahou obtiendra l'autorisation de Washington ou le soutien de Washington pour entreprendre quelque chose d'important. Encore une fois, ce n'est pas une bonne période pour le régime, car les gens ont observé plus de 2 ans de génocide et en sont venus à le considérer comme tel, ce qui est très important. Donc s'il relance quelque chose, même si cela ne s'est jamais vraiment arrêté, je veux dire, il tue des Gazaouis chaque jour, des enfants, des Libanais, il tue des gens, rien ne s'est vraiment arrêté. Le nettoyage ethnique en Cisjordanie continue. Des adolescents en Cisjordanie sont tués. Mais s'il élargit à nouveau la guerre jusqu'à en faire une crise majeure, je ne pense pas que cela se terminera bien pour le régime. Je lisais aujourd'hui dans le Times of Israel que le message de Netanyahou à Trump était que Trump pouvait soit être retenu pour avoir sauvé les otages et détruit le Hamas,
soit être retenu pour s'être fait berner par le Hamas et avoir préparé le terrain à de futurs conflits et à davantage de bains de sang à Gaza. Donc il semble bien, comme vous le disiez, que s'il est faible, et il faut sans doute l'être par définition, pour tomber dans ce genre de manipulation, il sait pourquoi Netanyahou arrive. Il est là pour vendre la guerre à Gaza, au Liban et bien sûr contre l'Iran. Mais il est intéressant de constater que dans tous ces conflits, il ne semble pas y avoir de véritable volonté de paix. À moins que la paix ne soit définie comme la réduction du conflit, la prise en compte des préoccupations de sécurité mutuelle ou la recherche d'un compromis. Comment ces peuples différents peuvent-ils vivre côte à côte? Cela ne semble pas être un thème très courant. Au contraire, on en revient à l'idée « Nous aurons la paix quand le mal aura été vaincu ». Oui, c'est essentiellement une mentalité du type « la guerre, c'est la paix ». Penses-tu que les États-Unis aient aujourd'hui un appétit pour cela, compte tenu de tous les problèmes économiques qui s'accumulent? Comme vous l'avez suggéré, Trump peut jouer le rôle de médiateur et d'artisan de la paix en Ukraine. Mais cela fait déjà 1 an qu'il est au pouvoir, et les États-Unis restent profondément impliqués. Les armes sont américaines, le renseignement est américain, et les Américains participent encore à la planification et au financement de la guerre. Il peut donc se présenter comme l'homme de la paix autant qu'il le souhaite, mais peu de choses ont réellement changé. Bien sûr, cela a beaucoup nui aux relations avec les Européens. Au-delà de cela, il ne semble pas que les États-Unis aient réellement réduit leur engagement. Étant donné la période difficile que traversent les États-Unis, selon vous, quelle est aujourd'hui la volonté à Washington d'intensifier toutes ces guerres? Eh bien, je suis tout à fait d'accord. Et je pense qu'une guerre est possible, malgré tout ce que vous dites. Mais il y a de très solides arguments contre cela. D'abord, les États-Unis ont déployé une grande partie de leur marine au large des côtes du Venezuela. Et ils ont tellement d'engagements dans le monde, y compris maintenant au Venezuela, qu'ils ne vont pas pouvoir se concentrer sur l'Asie de l'Ouest. De plus, la situation économique se dégrade aux États-Unis. Elle se dégrade partout, je suppose. Mais en tout cas, les États-Unis se dirigent vers un problème majeur, comme certains le prédisent. La situation devient plus difficile. Et beaucoup de gens parlent, vous savez, d'abandonner le MAGA et d'évoquer America First, c'est-à-dire la fin des guerres. Et cela ne va pas plaire à ce groupe de personnes. Il est évident que Trump dispose d'un certain segment de la société qui lui restera fidèle, même s'il s'avérait qu'il avait fait quelque chose d'illégal avec Jeffrey Epstein. Même s'il existe des preuves solides, je pense qu'il y aura toujours un pourcentage de personnes qui continueront à le soutenir. Mais beaucoup de gens, une part importante de ses partisans, sont désillusionnés et s'ils se lancent dans une guerre, la situation va encore s'aggraver. Ensuite, il y a la question de la guerre avec l'Iran. Les Américains et les Israéliens n'ont pas gagné, alors que se passera-t-il la prochaine fois? L'Iran sera mieux préparé qu'avant, et les Israéliens seront encore plus durement touchés. Le Liban représente un engagement majeur, et le Hezbollah se prépare à davantage, disons aux guerres futures, les guerres plus modernes et technologiques. Et si le régime israélien veut entrer au Liban, ou s'il veut se battre, alors il devra aussi faire face à cela. Et puis il y a l'Ukraine, qui se dirige vers une sorte de point culminant. Les Russes progressent fortement, et à un certain moment, si les défenses ukrainiennes s'effondrent, cela pourrait devenir très compliqué. Donc on a une situation très... Et ensuite, les Chinois mènent d'importantes manœuvres près de Taïwan. Quant aux Américains, s'ils s'engagent dans un autre conflit, je ne pense pas que cela se terminera bien. Mais encore une fois, je n'ai aucun doute que cela ne se terminera pas bien pour eux, ni pour les Israéliens.
I have no doubt it won't end well for them or the Israelis. But then again, you have Trump. Mais d'un autre côté, il y a Trump. On se réveille un matin et on apprend qu'il a bombardé le Nigeria. Le lendemain, il a bombardé un autre pays, probablement un bateau de pêche quelque part dans les Caraïbes. Rien n'est jamais sûr. Il a mené des négociations avec l'Iran, et au début, les Américains étaient... Enfin, Wickoff disait une chose, puis ils ont changé les règles du jeu, et il s'est avéré que, en réalité, pendant tout ce temps, ils conspiraient pour lancer une attaque contre l'Iran. Il est donc vraiment impossible d'être certain de quoi que ce soit. Et c'est sans doute pour cela que les Iraniens, le Hezbollah et la résistance se préparent tous au pire. Pendant que nous parlons, c'est enregistré bien sûr, une déclaration importante est également en train de sortir de Gaza de la part du Hamas. There's a major statement coming out of Gaza too from Hamas. And we don't know what it is because it's happening. Je ne sais pas. Nous ne savons pas ce que c'est, car cela se déroule pendant que nous parlons. Mais le fait est que la résistance à Gaza n'a pas pris fin. Et il ne fait aucun doute que le Hamas se prépare pour les jours, les semaines et les mois à venir. Si le régime israélien veut s'impliquer au Liban, cela donne au Hamas et à ses alliés, le djihad islamique palestinien, l'occasion d'infliger davantage de dommages au régime israélien. Il m'est vraiment impossible de le dire, car le régime israélien, par nature, n'est pas capable de paix. Il considère les Palestiniens comme Amalek, il les voit comme inférieurs. Si l'on revient à la plainte de l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice il y a environ 2 ans, ils ont rassemblé et c'est en ligne. Je veux dire, je suis sûr que vous l'avez lu, mais si certains veulent le relire, ou si des jeunes veulent y jeter un œil, l'intention de commettre un génocide était bien là. Ils ont publié des déclarations faites par le premier ministre du régime, le président du régime, le gouverneur, le ministre de la Défense, des parlementaires, des membres de la Knesset, des ministres de haut rang, tous exprimant l'intention de mener un génocide. Ce n'est donc pas une situation nouvelle. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient les Palestiniens et les voient encore comme des sous-hommes. Tant qu'il y aura des Palestiniens en Cisjordanie, des Palestiniens à Gaza et des Palestiniens ayant accepté la citoyenneté israélienne, environ 20% de la population du régime lui-même, je ne vois pas comment la paix pourrait être possible. Eh bien, les efforts de l'administration Trump pour... Enfin, il essaye toujours de se présenter comme « je ne suis pas sûr du nombre de guerres qu'il a réellement terminées jusqu'à présent. Je crois qu'il affirme en avoir mis fin à 8. » Mais c'est une manière étrange de... Enfin, je suppose que c'est une bonne façon de se vendre, car il insiste beaucoup sur l'idée qu'il est un artisan de la paix, ce qui, je pense, explique aussi son obsession pour le prix Nobel de la paix. Si c'est cette image que les gens achètent, alors ils détournent le regard quand il attaque le Venezuela ou quand il effectue ce bombardement désinvolte du jour de Noël au Nigeria. Mais les gens continuent de le soutenir. C'est très étrange de voir comment il s'est vendu. Et je pense que marketing est bien le mot à employer pour ce président homme d'affaires, très commercial dans sa vision du monde. Commercial in his outlook on the world, and also the actual violence. Et aussi la violence réelle qu'il poursuit. Mais bien sûr, en plus de pousser Trump maintenant vers ses objectifs militaires à Gaza et au Liban, on rapporte également que Netanyahou pousse Trump à accepter l'idée qu'une guerre, ou du moins la menace d'une guerre, contre l'Iran serait nécessaire pour parvenir à un règlement acceptable. Maintenant, lorsqu'il parle de menace de guerre, je pense que cela séduit Trump, car cela semble être une solution facile. Autrement dit, on menace un peu, puis on obtient ce qu'on voulait. Cependant, je pense que le piège dans lequel il pourrait tomber, s'il ne veut pas réellement cette guerre, c'est qu'une fois les menaces proférées, il s'est engagé rhétoriquement. Et s'il n'obtient pas ce qu'il veut, il paraîtra faible. And once he doesn't get what he wants, he will look weak, and then you'll have another framing like this. Are you going to be the weak one? Et puis,
il y aura un autre cadrage de ce type. Allez-vous être celui qui a laissé l'Iran devenir une puissance nucléaire ou celui qui les mettra à genoux et apportera la paix au monde, plus ou moins? On voit bien la direction que cela prend. Selon vous, quelle est la probabilité que nous assistions à une nouvelle frappe contre l'Iran? La raison pour laquelle je pose la question, c'est que les Israéliens se concentrent désormais non seulement sur le programme nucléaire iranien, mais aussi sur le fait que l'Iran reconstitue ses capacités de missiles. C'est le principal message venant d'Israël en ce moment. Ils doivent frapper l'Iran dans les mois à venir pour inverser tous les progrès réalisés par l'Iran dans la reconstitution de son stock de missiles. Que pensez-vous de cette approche? Eh bien, il y a beaucoup de choses à dire, vraiment. Tout d'abord, si tu te souviens, je crois que c'était vers 2015, quand Trump a dit quelque chose comme « Si je tire sur quelqu'un sur la 5e avenue, mes partisans me soutiendront quand même. » Je ne me rappelle plus les mots exacts, mais c'était dans cet esprit. Et c'est vrai, sa base, quoi qu'il arrive, comme je l'ai dit plus tôt, même s'il existait une vidéo de lui en train de faire quelque chose d'absolument horrible, je pense qu'il y aura toujours un pourcentage d'Américains qui resteront fidèles à lui, peu importe ce qu'il fait. Donc Trump peut dire qu'il a arrêté 20 guerres. Cela ne change rien pour eux. Ils répéteront simplement le récit. Mais je ne pense pas qu'ils soient proches de 50%. Je ne pense même pas qu'ils atteignent 40%. Son taux d'approbation en ce moment, ce que je compte tourne autour de Wanimbury. Mais l'avenir ne s'annonce pas bon, donc sa situation ne fera qu'empirer. On peut bien sûr soutenir que Trump pourrait lancer une frappe quelque part pour détourner l'attention d'autres problèmes, comme l'économie, comme Epstein. C'est quelque chose qu'il pourrait faire. En réalité, je pense personnellement que toute cette histoire avec le Nigeria relève davantage de la diversion qu'autre chose. Pour se présenter comme le protecteur des chrétiens, alors même qu'il fait tuer des chrétiens dans les Caraïbes. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il y aura, en fin de compte, une guerre. Je ne sais pas quand, ni comment cela se déroulera, ni contre qui. Mais le régime israélien n'est pas une entité capable de vivre en paix. Et tant que nous aurons de la suprématie ethnique, tant que des Palestiniens seront tués chaque jour et que des Libanais seront assassinés chaque jour, il n'y aura pas de stabilité. Et le gouvernement israélien n'est pas fort. Ce n'est pas une entité puissante. Le simple fait qu'ils doivent se rendre à Washington montre qu'il s'agit d'un régime dépendant. Sans le soutien total des États-Unis, ils ne peuvent vraiment pas faire grand-chose. D'un côté, les médias occidentaux, les groupes de réflexion occidentaux et les dirigeants qui entourent Netanyahou et d'autres parlent d'Israël comme d'une superpuissance régionale. Mais une superpuissance régionale n'a pas besoin que son dirigeant se rende constamment à Washington pour le convaincre d'agir en sa faveur. Donc, quand on regarde cela, il faut garder à l'esprit que l'opinion publique en Occident se retourne contre le sionisme. L'Occident, j'entends par là l'Occident politique, fait de plus en plus face à des appels de la part des citoyens ordinaires à s'occuper de nos propres pays plutôt que de mener des guerres à l'étranger. Il sera de plus en plus difficile pour Netanyahou ou pour quiconque au pouvoir à Tel Aviv de pousser les États-Unis à faire à l'avenir ce qu'ils ont fait par le passé. Je pense que le monde est en train de changer. Et je pense que la guerre en Ukraine est en réalité importante pour notre région. Une victoire russe sur l'Ukraine, indépendamment de ce que certains pensent de la nature de la guerre et de qui a raison ou tort, ne sera pas une bonne chose pour Israël. Une victoire russe serait bénéfique pour l'Iran, car elle affaiblirait l'Occident. Et je pense que ce sera une terrible nouvelle pour l'Union européenne et une terrible nouvelle pour l'OTAN.
Et ce ne sera pas une bonne nouvelle pour les États-Unis que Trump essaie ou non de faire croire qu'il n'a rien à voir avec cela. Ce sera une nouvelle catastrophique pour les élites politiques américaines, pour de nombreuses raisons. Je ne pense donc pas que le temps joue en faveur de Netanyahou. Mais cela pourrait bien sûr aussi être une incitation à agir dès maintenant. Frapper l'Iran, cependant, sera très coûteux. Les capacités de missiles de l'Iran sont réparties dans tout le pays et elles sont toutes profondément enfouies sous terre. Les Israéliens n'ont pas réussi à endommager un seul missile souterrain. Ils n'ont touché que quelques missiles sur leur rampe de lancement. Ils ont réussi à endommager les portes ou les points d'entrée de quelques sites souterrains, mais ils n'ont jamais été capables de causer des dégâts importants à une quelconque partie du programme de missiles. D'après ce que je comprends, les Iraniens construisent maintenant de nouvelles bases souterraines et redessinent celles qu'ils possèdent déjà afin de disposer de davantage de sorties. Ils bénéficient également d'une protection bien plus importante contre les drones. Je ne tiens pas cela d'une source officielle ni d'un informateur. Je n'ai aucune information privilégiée, mais il me semble que les Iraniens augmentent le nombre de missiles à plus longue portée et développent davantage de bases à l'est du pays. Cela signifie donc que les Iraniens lanceront davantage de missiles depuis l'est, ce qui rendra la tâche beaucoup plus difficile au régime israélien pour y faire face, car il leur faudrait traverser tout l'Iran au lieu de tirer depuis la Syrie ou l'Irak. Ils devraient pénétrer profondément en Iran pour les frapper, ce qui les rendrait bien plus vulnérables. Il en va de même pour les États-Unis s'ils s'impliquent. Et puis il y a un autre problème. Si les États-Unis veulent se battre contre l'Iran, s'ils veulent une guerre, ce sera comme la dernière fois. La dernière fois, les Américains ne sont intervenus que pour frapper 3 endroits. Et puis ils sont allés dire, nous avons terminé. Ils ont dit, nous votons, comme Trump l'a déclaré, nous avons anéanti le programme nucléaire. Ce qui, évidemment, n'était pas l'avis du directeur de la Defense Intelligence Agency américaine, et c'est pour cela qu'il a ensuite été démis de ses fonctions. Mais cela mis à part, le nombre de bases souterraines de missiles iraniennes est immense. Elles sont énormes. Il pourrait y en avoir des centaines. Les États-Unis vont donc devoir mener une longue campagne aérienne contre l'Iran, et cela mettra toutes les bases américaines de la région, ainsi que les pays qui les accueillent, dans une situation très difficile. Les Américains ont frappé 3 cibles, largué quelques bombes, 14 je crois, je ne me souviens plus du nombre exact. Et puis, l'Iran a riposté et détruit des parties essentielles de leur base au Qatar. 6 missiles ont atteint leur cible, et plus tard, bien qu'il l'ait d'abord nié, il est apparu qu'ils avaient subi de graves dommages. Eh bien, si les Américains se préparent à la guerre, ce n'était qu'une seule frappe. Mais si les Américains décident de mener une guerre totale contre l'Iran, ce serait bien plus. Et c'est là que les Iraniens devraient affronter les Américains à travers le golfe Persique. Quant au régime qui accueille des bases américaines, il y aura des discussions en cours. Mais les Iraniens, les bases souterraines qu'ils utilisent contre le régime israélien, les missiles qu'ils emploient contre le régime israélien, tout cela ne représente qu'une très petite partie de l'arsenal iranien. Le véritable point central, la véritable force de l'Iran, réside dans le réseau de bases souterraines qui abritent des drones, ainsi que des missiles de moyenne et courte portée, dirigés vers le golfe Persique et l'océan Indien. Car l'Iran n'est pas, la menace du régime israélien bien sûr, avec le plein soutien de l'Occident, n'est pas en soi une menace majeure, c'est une chose. Mais la menace venant des États-Unis a toujours été la priorité absolue pour l'Iran. Et depuis, surtout après les invasions de l'Afghanistan et de l'Irak, les Iraniens se préparent à la guerre.
Même avant cela, ces bases souterraines construites par les Iraniens, dans l'ensemble, n'étaient pas destinées au régime israélien. Elles étaient destinées aux États-Unis. Donc, si les Américains commencent à attaquer, vous verrez des milliers de drones et des milliers de missiles de moyenne et courte portée atteindre leur cible très rapidement, non pas vers la Palestine, mais à travers le golfe Persique, l'océan Indien et le détroit d'Ormuz. Et nous savons tous à quel point le golfe Persique est étroit, il ne l'est pas beaucoup, et l'Iran en contrôle la moitié. C'est pour cela qu'on l'appelle le golfe Persique. Donc, s'il y a une guerre avec les États-Unis, ce sera la fin de l'économie mondiale. Ce que les États-Unis ont fait la dernière fois n'était qu'une petite frappe. Mais s'ils s'en prennent aux capacités de défense de l'Iran, cela signifiera une lutte pour l'existence. C'était un bon argument pour expliquer pourquoi l'attaque initiale contre l'Iran a été une énorme erreur. Car maintenant, tout le raisonnement repose sur le fait que, tandis que l'Iran se prépare à une éventuelle seconde frappe ou à une autre guerre, il va bien sûr reconstruire ou développer une dissuasion très puissante. Et ce dont se plaignent les Israéliens, c'est que cette dissuasion repose désormais sur des armes conventionnelles, c'est-à-dire, comme vous l'avez dit, des missiles longue portée, des drones, et ainsi de suite. Mais cela aurait dû être prévisible. L'idée que l'on puisse bombarder l'Iran, puis lui demander ou exiger qu'il abandonne son programme de missiles, et qu'il n'ait essentiellement aucune dissuasion, même conventionnelle, n'a tout simplement aucun sens. Je veux dire, il est très difficile pour quiconque d'expliquer exactement comment cela fonctionnerait. C'est pourquoi j'ai été un peu surpris par la manière dont la première guerre a été menée. Je pensais que s'ils s'en prenaient vraiment à l'Iran, un grand pays comme celui-là, et qu'ils essayaient ensuite de simplement le laisser avec un nez ensanglanté, cela ne ferait que renforcer les forces politiques qui estiment aucun compromis n'est possible et qu'il faut s'armer jusqu'aux dents. Donc je pensais qu'il ferait peut-être quelque chose d'encore plus agressif. Mais penses-tu qu'une autre guerre se déroulerait de la même façon? Ou crois-tu que les Israéliens et les Américains pourraient même envisager d'utiliser, par exemple, des armes nucléaires? Eh bien, les armes nucléaires, je pense, provoqueraient un changement total dans les affaires mondiales. Les Russes et les Chinois verraient que toutes les lignes rouges ont désormais disparu. Et cela, je crois, rendrait la probabilité d'une guerre mondiale avec des armes nucléaires très élevée. Dès que l'on commence à parler de ce type d'armes d'une manière qui menace d'autres pays, on commence vraiment à effacer les dernières lignes rouges de l'humanité. De plus, l'Iran est un immense pays. Et après la guerre, la direction et les services de renseignement iraniens ont changé leur manière d'agir. Et c'est clair pour moi, je veux dire en tant qu'Iranien. Il est évident que si quelqu'un veut s'exprimer, beaucoup de hauts responsables viennent de mon université. L'université de Téhéran a toujours eu une forte présence dans chaque gouvernement. Par exemple, des collègues remarquent qu'il est désormais plus difficile d'accéder à certains de leurs homologues au sein du gouvernement qu'avant la guerre. Ainsi, la manière dont l'Iran se protège, ses services de renseignement, ses ressources, son peuple, a changé. Et vous savez, les Iraniens ont toujours affirmé ne pas vouloir poursuivre la fabrication d'armes nucléaires. Mais les Iraniens ont également déclaré que s'il existait une menace existentielle pour le pays liée aux armes nucléaires, ils modifieraient alors leur posture nucléaire. Le Dr Karazi l'a dit à 2 reprises. Le Dr Larijani, qui était ministre des Affaires étrangères sous la présidence de Khatami, l'a également affirmé il y a quelque temps. Il est aujourd'hui président du Conseil suprême de sécurité nationale. Ainsi, le régime israélien ne saura pas
S'il envisage sérieusement d'utiliser des armes nucléaires, le monde ne l'acceptera pas. Trump et les États-Unis, le gouvernement américain est trop limité pour faire face à un tel rejet ou à une telle réaction de la part du monde. Mais ce que je sais, et aussi, c'est que l'Iran possède un très grand nombre de bases souterraines et de missiles. Et l'Iran sera implacable. Ils ne peuvent pas. Les Iraniens, lors de la guerre précédente, n'utilisaient pas leurs armes. En fait, je l'ai peut-être déjà dit dans une autre émission, mais si la guerre avait duré 3 jours de plus, les Iraniens étaient sur le point de lancer un très grand nombre de leurs anciens missiles, parce que les Israéliens n'avaient plus d'intercepteurs. À la fin, ils étaient incapables d'intercepter ou de riposter contre les missiles iraniens. Les Iraniens se préparaient donc à lancer une énorme salve de vieux missiles, bien plus d'une centaine, qui auraient dévasté Tel Aviv. Mais ils ne voulaient pas les utiliser, car ils ne sont pas très précis. C'est une génération plus âgée, et le dirigeant insiste beaucoup pour éviter de frapper des cibles civiles, des sites civils, autant que possible. Mais les forces armées se préparaient à une attaque de très grande ampleur. Maintenant, les Iraniens ont eu des mois pour se préparer à la guerre. Vous savez, comme l'Iran n'avait pas connu une guerre de ce type depuis très longtemps, une grande partie de ses capacités n'existait que sur le papier. Elles étaient théoriques. Et lorsque la guerre a réellement commencé, les Iraniens ont constaté que beaucoup de leur raisonnement était erroné, ou que certaines choses qui fonctionnaient marchaient mieux que prévu. Ils ont donc commencé à travailler plus dur pour développer leurs points forts et réévaluer leurs faiblesses. Ainsi, une fois qu'on se lance dans la guerre, c'est comme les Russes. Nous nous souvenons tous que pendant les 2 premières années, les Russes ont connu de nombreux hauts et bas, puis ils ont commencé à s'adapter. Aujourd'hui, les forces armées russes battent les Ukrainiens très facilement. Elles les battent d'une manière très différente. C'est très différent de ce que c'était il y a 2 ans. Les Iraniens, maintenant, sont bien mieux préparés à une guerre de missiles, une guerre de drones, un combat aérien, qu'ils ne l'étaient il y a quelques mois. Cela ne se passera pas bien pour le régime israélien, dans tous les cas, que ce soit avec l'Iran, avec le Hezbollah, ou en relançant le génocide à Gaza. Vous savez, contrairement à ce que disent les gens en Occident, les experts des think tanks et les journaux liés à l'État, selon lesquels Israël est plus fort, je pense que le régime est bien plus vulnérable. Les États-Unis sont bien plus vulnérables, et à mesure que nous avançons, la situation va encore s'aggraver. Donc je ne vois pas comment tout cela pourrait bien se terminer pour les Israéliens. Mais encore une fois, je ne dis pas que ça n'arrivera pas. On ne peut rien exclure. Mais le simple fait que tu poses cette question sur les armes nucléaires, Glenn, qu'est-ce que ça te dit du sionisme? Qu'est-ce que ça te dit d'Israël? Qu'ils puissent même envisager, que l'on puisse imaginer qu'ils songent sérieusement à utiliser des armes nucléaires. Et tu n'es pas le seul. Beaucoup de gens en parlent. Le simple fait que l'on puisse imaginer qu'ils fassent cela en dit long sur qui ils sont. Eh bien, ce serait une grande ironie. Cela ne devrait pas vraiment être si ironique, mais étant donné que c'est la principale accusation qu'ils utilisent contre l'Iran. Oui, je veux juste poser une question. Au fait, Glenn, avant que j'oublie, il y a autre chose qui arrive. L'un des médias contrôlés par Israël, il s'appelle Iran International, diffuse de fausses informations 24 heures sur 24. Maintenant, ils disent que l'Iran met des armes chimiques ou qu'ils ont des renseignements selon lesquels l'Iran placerait des armes chimiques et biologiques dans des missiles. Les armes chimiques, Saddam Hussein, tout ça. C'est clair ce qu'ils font.
Eh bien, c'est toujours le même vieux scénario, donc c'est toujours utile de s'y référer. Vous avez récemment réalisé une émission sur la question nucléaire iranienne intitulée « Une crise fabriquée ». Je me demandais, c'est ma dernière question, si vous pouviez expliquer pourquoi vous considérez que la crise autour du programme nucléaire iranien est fabriquée. Parce que chaque fois que quelqu'un plaide pour la guerre, que ce soit en Occident ou en Israël, c'est toujours le programme nucléaire qui devient le centre de l'attention. Well, I've been asked by Al Mayadeen Television. Eh bien, Al Mayadeen Television m'a demandé de faire une émission hebdomadaire, une sorte de monologue d'environ 21 ou 22 minutes chaque semaine, le vendredi. Ils la publient aussi sur leur site en anglais, Mayadeen English, ainsi que sur leur compte Twitter. J'en ai déjà fait 4. La 4e sera diffusée ce vendredi. Celle dont vous parlez est la 3e, qui a été diffusée, je crois, vendredi dernier. J'y retrace l'histoire du programme nucléaire et la manière dont, dès le début, les Américains l'ont créé. Ils ont joué un rôle essentiel. C'était sous le règne du Shah, et le pays a alors dépensé énormément d'argent pour construire des infrastructures. En fait, beaucoup trop. Vraiment beaucoup trop. Exactement comme ce que l'on voit de l'autre côté du golfe Persique. Ils dépensent tout cet argent pour acheter beaucoup de choses inutiles, des armes qu'ils n'utilisent jamais et des biens ou du matériel militaire occidentaux vendus à des prix exorbitants. C'est ce que le Shah faisait aussi. L'Iran a donc dépensé énormément d'argent pour développer son programme nucléaire et les Américains, les Allemands et les Français y ont joué un rôle central. Puis, lorsque la révolution a eu lieu, ils se sont retirés et ont sanctionné l'Iran. L'Iran s'est ainsi retrouvé avec toutes ses infrastructures à moitié construites et des milliers de personnes formées, certaines aux États-Unis. Pendant la guerre, bien sûr, les Iraniens ne pouvaient pas faire grand-chose, car ils étaient concentrés sur la défense du pays. Mais après la guerre, ils ont voulu relancer le programme nucléaire et l'Occident l'a bloqué. Puis la crise a commencé, les accusations, et ensuite plusieurs négociations. Je souligne qu'à chaque fois que les Iraniens se sont assis pour négocier avec les États-Unis, les Américains les ont trahis. Il y a une vingtaine d'années, ils avaient un accord sous l'administration Khatami, et les Iraniens ont respecté toutes leurs obligations, mais les Européens n'ont rempli aucune des leurs. Ensuite, il y a eu, je ne sais pas si tu t'en souviens, le moment où Obama a envoyé le président brésilien Lula et Erdogan en Iran pour négocier avec les Iraniens. Il leur a donné un mandat limité pour négocier un accord dans un certain cadre, et Obama espérait que les Iraniens n'accepteraient pas. Mais les Iraniens ont accepté. Alors Obama a poursuivi en disant « Oubliez ça, nous allons imposer des sanctions de toute façon. » Il n'était donc pas sérieux à propos des négociations. C'est un peu comme avec les accords de Minsk et les Russes, la manière dont les Russes, l'Occident et les Européens ont négocié. Plus tard, nous avons vu que l'ancien président français Hollande et l'ancienne chancelière allemande Merkel ont tous deux déclaré dans des entretiens qu'ils cherchaient simplement à gagner du temps. Ce n'était jamais sérieux. Les accords de Minsk I et II n'avaient jamais pour but de mettre fin à tout cela. Ils visaient seulement à aider le gouvernement ukrainien à se préparer à une guerre ultérieure. Et toute la question avec l'Iran, comme ceux qui regardent l'émission le verront, encore une fois, c'est la 3e émission. Il y en a eu 2 avant, une la semaine précédente et une la semaine suivante. Et pour l'instant, j'en fais une par semaine. Mais dans celle qui a été diffusée ce vendredi, je montre comment à plusieurs reprises ils ont négocié alors que l'Occident ne l'a jamais fait de bonne foi. Ils formulent toujours des accusations scandaleuses contre l'Iran pour justifier leur politique. Et en Occident, les gens se laissent facilement tromper.
Les médias dominants diabolisent, comme ils l'ont fait avec Saddam Hussein. Ils sont très doués pour convaincre les gens qu'ils font face à un danger immense. Certains sondages aux États-Unis montrent qu'un nombre important d'Américains croient réellement que leur pays est menacé par le Venezuela. Ils ne savent probablement même pas situer le Venezuela sur une carte, mais cela leur facilite la tâche pour mener des politiques scandaleuses, impériales et meurtrières. Mais encore une fois, il faut garder à l'esprit, malgré tout cela, ce que vous avez évoqué au début de l'émission. Les problèmes auxquels les États-Unis sont confrontés aujourd'hui sont très différents de ceux qu'ils affrontaient il y a 20 ou 30 ans. Les États-Unis d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'après la chute de l'Union soviétique. Ce ne sont pas non plus les États-Unis du début des années 2000, au début de ce siècle, après le 11 septembre. C'est un pays dont la situation se dégrade depuis très longtemps. C'est précisément pour cette raison que Trump est arrivé au pouvoir. Et d'après ce que l'on peut constater, les choses ne font qu'empirer. Eh bien, merci d'avoir pris le temps d'éclairer un peu ces événements. Je vais suivre attentivement la rencontre entre Trump et Netanyahou, en essayant de faire abstraction de tout le marketing, du branding et, pour être honnête, du baratin. Et oui, voir dans quelle direction ils vont, parce qu'il semble qu'à ce stade, avec la guerre imminente contre le Venezuela, la crise sur le point d'éclater en Ukraine, les tensions croissantes avec la Chine, tout cela ferait, je suppose, la pire idée possible, mettre tout le Moyen-Orient à feu et à sang. Oui, je pense en fait que chacun de ceux-ci serait déjà allé trop loin, mais celui-ci serait encore un pas de trop.